Bienvenue dans La Tête aux Pieds, le podcast qui explore la relation entre le corps et l'esprit. Je m'appelle Adrien Mater, auteur du livre « Le yoga pour les hommes ». Je suis également formateur et enseignant en yoga et en pilates. Seul ou avec mes invités, je vous donne rendez-vous chaque dimanche pour explorer la façon dont le travail du corps peut influencer de manière positive notre posture physique et mentale, nos relations, mais aussi la société dans son ensemble. Dans la seconde partie de mon entretien avec Camilla, nous évoquons plus en détail les techniques somatiques, son expérience de danseuse, mais également son travail avec les chevaux. Pour revenir au mouvement et aux techniques somatiques, Ida Rolf, elle avait créé le Rolfing, donc les récipes des 10 séances, qui était plutôt un travail individuel sur table de massage. Et après, elle avait créé quand même ce qu'on appelait le Rolfing Movement, qui est toute la partie fonctionnelle. C'est-à-dire comment elle revoyait les 10 séances, donc le développement moteur des 10 séances par rapport à la posture. Et dans ce développement de 10 séances par rapport à la posture à travers le mouvement. Ça veut dire qu'il n'était pas forcément... Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes, peut-être, de faire un travail postural sur eux, parce que le mot posture englobe beaucoup de choses. C'est pour ça que je parlais de fonctionnel et de structurel, parce que dès qu'on pense à posture, on pense à quelque chose de rigide, alors qu'en fait, la posture, c'est que du mouvement, on n'est que du mouvement, on n'est que de l'eau, déjà. Notre corps, il est plutôt de l'eau, on flotte à l'intérieur. Et du coup, comment, des fois, peut-être, en passant par le mouvement, je peux plutôt m'éduquer dans ce sens-là. Donc, il y avait aussi un pendant de mouvement en même temps, en fait. Ok. Et donc, ça allait dans cette perspective cette volonté d'éducation, en fait, qu'on n'était pas juste sur une table et à subir, mais qu'après, il fallait intégrer ça. Alors, tu parlais de l'intégration tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la notion d'intégration, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Je dirais... alors ça c'est l'italienne, pareil, c'est l'alimentation qui rentre dans les exemples. On n'a pas parlé de bouffe encore. On n'a pas parlé de bouffe encore. Et tu fais pas trop de gestes avec tes mains, mais... Non, mais là je suis... Ouais, ça fait bizarre de pas parler avec mes mains. Et ce serait la digestion. Ça veut dire comment je suis un bon repas gastronomique. Et comment je savoure chaque aliment, chaque épice, chaque goût, chaque saveur, chaque sensation qui m'est produit. Et puis que je puisse me dire « Ah ok, j'ai fini », plutôt de continuer à me nourrir sans cesse, parce que l'estomac, il n'en peut plus. Et puis aussi me poser la question « Qu'est-ce que c'est l'intégration ? Qu'est-ce que ça me fait à moi ?» Et pour réciter Pedro il disait « Première chose très très bête à se poser comme question, et à poser en fait aux clients, c'est est-ce que ça te plaît ou pas ? Parce qu'on ne va pas intégrer quelque chose qui ne nous plaît pas. Donc c'est la notion du plaisir avant tout. Et savoir qu'est-ce que ça me fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours un bénéfice secondaire dans le sens que l'idée, ce n'est pas créer... Oui, il y a un idéal gravitaire, on a un centre de gravité où on sait que justement l'alignement postural, il est là. Mais l'idée, c'est d'avoir le plus carte possible. Ça veut dire qu'il y a peut-être des moments où je dois être plutôt sur mon avant-pied pour être en relation avec les autres, ou plutôt sur les talons, parce que je suis plutôt timide. Si je le fais, mais si j'ai besoin. Et c'est pas après, du coup, de dire les personnes qui sont en arrière, syphotiques, c'est des personnes dépressives, ou les en avant, c'est des extravagants. C'est plutôt de se dire comment je peux jouer à chaque fois. Et si je suis dans mon neutre, je peux y aller dans un avant et l'arrière. Et l'intégration, ce serait ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai besoin à ce moment-là? Donc, comprendre... Et là où je peux me mettre à ces moments-là, et de qu'est-ce que j'ai besoin et qu'est-ce que ça me plaît. Et on est construit par le désir. C'est-à-dire que le bébé, quand il commence à s'élever dans la position assise, il n'a rien à faire de s'asseoir. C'est qu'il a repéré un objet ou sa mère, il veut y aller attraper cette chose-là. Quand il commence à se déplacer, c'est la même chose. Donc c'est le désir qui nous importe. Et si on va vers le vieillissement, le vieillissement, ce serait plutôt ça, c'est le manque de désir
j'entends pas le désir sexuel. Bon, ça y est, j'ai commencé à parler avec les mains. C'est détend. Mais oui, c'est l'envie. L'envie, le désir au sens large. Oui. Le désir au sens large, de s'émouvoir par rapport au désir et par rapport, parce qu'il nous fait du bien être heureux. Tout simplement. Donc, l'intégration, ce serait ça. Et si je reprends le rolfing, donc on a dans la race et puis dans le protocole des 10 séances, on a des étapes à l'intérieur de ça. On a les premières 3 séances qu'on appelle les sleeve sessions, donc les séances sur la couche extérieure, on va dire. Le core session, les séances sur vraiment la partie profonde, en fait, même là, le mot core, c'est intraduisible parce que c'est plutôt un concept. Le noyau. C'est le noyau. Mais... mais c'est un concept. Il y a eu un symposium, je ne t'ai si tu veux, il y a eu un symposium sur le mot core, qu'est-ce que ça voulait dire, etc. aux États-Unis, il y a pas mal d'années. Et les 3 dernières, c'est vraiment les séances d'intégration. Donc, tout le travail qui a été fait, qu'est-ce que ça m'a fait? Et je parlais du bénéfice secondaire. Ça veut dire que, par exemple, je suis complètement avachie. Bon, peut-être je me sens bien, je me sens protégée du monde. Ça m'a fait du bien. Mais mon diaphragme, il n'est pas forcément content là-dedans. Par contre, au contraire, je vais me mettre dans une situation où je suis plus alignée, plus en extension. Et je respire. Mon diaphragme, il est super content, mais face au monde, je suis pas très bien. J'aurais besoin d'un peu plus de protection. Donc, d'idée de comprendre là où je me place et où je peux jouer. En fait, tout simplement ça. Et du coup, si je peux jouer dans mille situations, c'est le jeu et c'est être heureux. Je revenais dans cette idée d'être heureux. Mais donc une notion de disponibilité et d'adaptabilité. Et c'est comme ce qu'on disait à propos des sportifs ou des gestes répétitifs de spécialisation. On peut être spécialiste dans une discipline, mais on peut être spécialisé dans la vie aussi, d'avoir plutôt qu'un mode de fonctionnement par défaut. Donc là, c'est effectivement très limité et peu plaisant. Mais donc effectivement, si on arrive à prendre les choses sous différents angles ou à adopter différentes postures, vraiment qu'elles soient mentales ou physiques, c'est quand même plus agréable et plus efficace, quoi. Ouais. Et donc, du coup, on parlait du core. Donc, moi, ce que j'avais retenu, c'était que c'était en français, on pourrait traduire par noyau. Comme le core d'une pomme, quoi. Et un truc qui m'avait interpellé, c'était que le noyau, ça contient les graines. Donc ça localise un peu vers le bassin quand même c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un corps, il y a un corps en fait. Mais donc ça transmet ça contient un potentiel, quoi. Et donc on parle beaucoup du core en pilates ou du powerhouse. Et donc tu es aussi enseignante de pilates. Comment tu es arrivée au pilates? Alors pilates, je suis arrivée en 96 pour moi. En rééducation j'avais fait un gros accident en moto et donc je m'étais blessée à un genou au ligament croisé et donc j'ai dansé. C'était l'époque aussi, je faisais du contemporain, forcément j'étais petite, jeune et plein d'énergie. Je voulais continuer à danser, donc je suis allée voir un ostéopathe à Milan. Et que j'oublie complètement son nom. C'est assez... dans cette histoire, à chaque fois, j'essaye de le retrouver. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Qui travaillait avec un kiné, qui était instructeur de pilates. Et donc, j'ai fait toute ma rééducation sur le réformeur avec lui. Et c'est comme ça que je suis arrivée. Ensuite, quand je suis partie à Londres, au Laban School, il y avait des cours de pilates pour accompagner le travail... de préparation physique. Je n'aime pas beaucoup cette idée de préparation physique au corps, mais bon, on avait du pilates. Et puis, quand je suis arrivée en France pour suivre surtout les enseignements d'un grand pédagogue de la danse contemporaine qui s'appelle Dominique Dupuis, lui, il a été le deuxième génération parce qu'il a été un élève de Jérôme Andrews.
Qui était un élève de Pilates. Donc. Exactement. En fait, c'est la branche française du Pilates. C'est-à-dire qu'en réalité, on dit les années Pilates, ils sont arrivés dans les années 90 en France par les Américains. Maintenant, il est arrivé dans les années 50 par Jérôme Andrews. Sauf qu'il y était une petite niche qui le pratiquait, notamment des danseurs. Jérôme Andrews a été un des assistants de Joseph Pilates. Qui, à un moment, il avait failli prendre, lui, la direction du studio de New York. Il a refusé. Et il est reparti en France. Il a créé sa compagnie de danse moderne en France. Et notamment, Dominique Dupuis, c'était un de ses danseurs. Et Jérôme Andrews, avant de monter sur scène, il faisait faire de la machine à tout le monde. D'accord. Et ça a été développé après vraiment comme méthode Pilates pour les danseurs. Donc, il y avait beaucoup de mouvements, effectivement, d'enroulés et d'extension, beaucoup vraiment de travail de succession de la colonne, et où le centre, il commençait à être un passage de la tête aux pieds. Et moi, j'ai eu la chance de faire partie de ça. Et en 2002, de 2002 à 2004, il y a eu une première formation pour danseurs, pour devenir prof de la méthode Pilates au Centre national de la danse. C'est là que j'ai connu Ayel et une autre collègue. Et c'était que pour les danseurs. Et effectivement, c'est encore les vieilles machines à la route, etc. Pas du tout confortable. Effectivement, quand tu commences après à prendre des cours plutôt sur les écoles américaines, tu dis, ils sont beaucoup plus confortables. Mais c'est intéressant les deux, justement. Mais pour dire que ça existe, ça, et qu'il y avait déjà une autre version. Et par rapport au Pilates, de toute façon, ça n'existe pas, un Pilates. Parce que quand on redécouvre l'histoire, Blandine, dans son livre, elle l'explique très bien, même si elle a pris que le pendant américain, qui est la partie américaine, mais on voit chaque elder, ça a développé, en fait, son travail. Alors, les elders, c'était les élèves de Joseph Pilates. Ouais. Donc, il a eu des disciples. Enfin, c'est toujours la même histoire, comme en Chine, il y a 5000 ans. Donc, il y a un maître qui a 10 disciples. Et puis, chaque disciple garde sa version et transmet ce qu'il a compris de l'enseignement. Et après, ils ont eux-mêmes des élèves. Donc, c'était juste pour préciser ça. Ouais. Et quand tu réécoutes Eva Gentry parler, qui était une des disciples de Joseph Pilates, ça n'a rien à voir avec quand tu entends Romana parler. C'est deux mondes différents. Ou Fletcher, pareil. Donc moi, j'aime beaucoup cette idée, et je trouve que c'était une des génialités de Joseph Pilates, ça a été ça. C'est qu'il n'avait pas voulu faire marque enregistrée, et qu'il a pas arrêté de créer, mais c'était un créateur. Je veux dire, la machine qu'il avait créée, en espèce de pédalo pour quand tu ta baignoire chez toi, tu pourrais faire du Pilates en même temps. Il a pas arrêté de créer des trucs. Donc, il était un inventeur, un créateur. Et je trouve dommage, des fois, quand on a enfermé quelque chose, alors qu'à la base, il était que ça, en fait. Surtout que c'était un pur autodidacte. Donc, redonnons lui cette valeur qu'il avait. Et du coup, de voir que chaque école apporte quelque chose de différent, qu'il a son langage et que forcément, comme tu disais, comme en yoga, chaque disciple apportait avant, parce que c'est ce qu'il intégrait. On revient à un discours d'intégration, c'est son intégration à lui. Après, moi, de plus en plus, quand j'avance dans mon travail, je pense qu'il n'y a pas une vérité. C'est pour ça que le corps, on disait, il a besoin de plusieurs choses. Moi, j'ai choisi le rolfing parce que ça m'a parlé à moi, ça m'a fait du bien à moi, ça m'a plu à moi, comme il disait Pedro Padro. Do you like it? Mais ça pourrait être 10 000 choses d'autres, et peut-être, je n'ai pas fini ma vie, peut-être ça pourrait être 10 000 choses autres encore dans un futur. Et il n'y a pas une vérité. Je pense et chaque vérité va parler à la personne à un moment donné, et peut-être même après 10 ans, voilà. Moi, je suis tombée amoureuse du rolfing et du Pilates. Donc, les Pilates, ça fait 20 ans, plus de 20 ans maintenant que 20 ans que j'ai commencé la formation, mais 96 pour moi. Et en sachant que je l'ai appris, pour moi, ça a été une méthode de rééducation. Donc moi, je viens de ça, en fait. Comme beaucoup de gens, je crois, comme moi, comme beaucoup de gens que je connais, où on vient au Pilates une fois qu'il est il est pas trop tard. C'est ça. Mais c'est quand on n'a plus trop le choix, quoi. Voilà. Donc
Donc moi, je suis tombée amoureuse de ça, mais ça n'empêche pas que peut-être, pour le moment, c'est un mariage qui dure. Mais j'en sais rien. Et donc, si tu devais résumer les liens que tu vois entre le rolfing, qui est une méthode de massage où tu manipules des gens sur une table, et le Pilates, où tu enseignes à des gens qui sont sur des machines ou sur un tapis. Ouais. C'est quoi les connexions que tu peux faire pour qu'on ait une vision un peu globale? Il y a 2 connexions. D'un point de vue plutôt théorique, c'est ce que je disais, Joseph Pilates, il parlait quai des gravités. Donc, le centre, mais ce passage du centre de la tête aux pieds ou des pieds à la tête. Deuxième chose, d'un point de vue génialissime qu'il a eu Pilates, c'est créer ces machines avec des ressorts qui donnent des tensions ou des sous-tensions. Ça dépend combien de ressorts je mets, quelle force, etc. Et qui, du coup, il donne du rebond. Il avait déjà lui-même, même dans le cours de tapis, dans le mat classique, on a des choses de rebond. Or, on sait de plus en plus, quand les études y sont avancées, notamment par un des chercheurs, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup des chercheurs à l'intérieur des fascias. Donc, je disais, le premier, ça a été Steele. Ida Rolf a été la première. On la oublie souvent. Voilà. Et ensuite, on a les recherches actuelles avec Robert Schleip, qui est un rolfer avant tout, allemand, qui travaille avec l'université de Ulm. Ensuite, il y a la famille Steck, que j'ai dit famille parce qu'en fait, c'est 3 médecins, c'est père, fille et frère, qui travaillent plus d'un point de vue vraiment anatomique, parce que c'est 3 chirurgiens, même si eux, maintenant aussi, ils ont créé une technique de fascia manipulation. Après, il y a Thomas Myers, qui c'est un ancien rolfer aussi. Oui, c'est un élève d'Ida Rolf, il me semble aussi. C'est tout à fait. Et qui a créé tout, il a fait une cartographie, on va dire, des chaînes. Et plus John Barnes, qui il continue dans la technique de fascia. En France, on a eu Danny Bois avec la fasciathérapie et Carini avec la fasciapulsologie. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, avec les développements qu'on sait scientifiques, les recherches scientifiques, et notamment dans ce qu'on appelle le fascia thickness, je déteste ce mot, mais bon, c'est pas grave, on sait que le fascia a besoin d'être dans le contexte gravitaire et donc du rebond. Pourquoi? Le rebond, c'est la chute. Et donc, intuitivement, Joseph Pilates, il l'avait mis. Donc, je trouve très beau cette idée de dire, j'ai contracte, j'étire, le fascia, il a besoin de ça, et du travail dans le poids et dans toutes les directions. Donc, en quelque manière, il l'expérimentait sur lui-même, pas comme le yoga, j'ai envie de dire. Oui. Donc, pour moi, ça, c'est d'un point de vue vraiment théorique et pratique en même temps. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, parce que je me perds beaucoup des fois passer du coq à l'âne. C'est très riche. Non, c'est construit. Moi, je te suis, mais c'est bien de faire des petits points de synthèse. Donc, parce que comme le fascia, c'est quand même une matière assez élastique, parce que à cause de la composition dont tu as parlé, c'est intéressant de créer des mouvements où il y a des rebonds, des pulsations pour entretenir la bonne santé des fascias. Tout à fait. Et donc, en fait, comme les machines Pilates, la résistance, elle est exercée par des ressorts, donc des choses qui s'allongent et qui se raccourcissent ensuite. Ça permet un travail qui est assez proche, en fait, au niveau de la mécanique des machines, de la mécanique du corps. Tout à fait. C'est ça, ouais. Et qu'il y a même sans les machines Pilates, il y a tout un tas de recherches actuelles qui permettent de développer des méthodes de mouvement qui sont basées sur l'entretien des fascias et qui sont basées sur le rebond et sur l'élasticité. Alors, c'est très bien parce que du coup, ça vient valider scientifiquement des choses, mais aussi, en fait, que ce soit dans ce domaine-là ou dans d'autres, alors ça nous rassure et ça nous conforte parce qu'on peut dire, ah oui, il y a des études qui montrent que, mais en fait, il y a des études qui montrent que ce que les mamies chinoises dans les parcs, elles font depuis 5000 ans, c'était exactement juste. Donc, il y a des choses comme ça où l'intuition des gens, à d'autres époques que maintenant, il y a des gens qui ont trouvé des choses intelligentes sans études et sans machines. Alors maintenant, ça valide et c'est très bien. Ça rassure aussi, on a besoin de ça. Mais moi, je trouve ça quand même réconfortant de se dire que on peut faire confiance à l'intuition.
que voilà, il y a des choses des gens à des époques lointaines, sans moyens techniques, qui ont trouvé des choses très pertinentes, parce qu'il y a peut-être une autre façon de se connecter à la nature des choses, ou par l'expérience, par la répétition, par l'imagination, par l'observation. On trouve des choses qui sont pertinentes, en fait, parce qu'ils observent la structure des individus, la structure du monde, et que quand même ils trouvent des choses qui sont justes, sans avoir des ordinateurs quantiques et des trucs comme ça. Mais tu prêches ou convertis sur ça. C'est pour ça que je disais, je pense pas qu'il y a une méthode, une vérité. C'est-à-dire que moi, je pense que le corps, il est un. Peu importe qu'on l'appelle corps, qu'on l'appelle corpo, qu'on l'appelle body. Peu importe, en fait, le langage. En chinois, je ne sais pas. Peut-être que toi, oui, mais... voilà. Mais, et quand, tu vois, du coup, ça réconforte. Et quand on voit, par exemple, dans les recherches scientifiques, que tiens, les méridiens de la médecine chinoise correspondent aux mêmes méridiens des chaînes myofaciales, tu te dis, c'est intéressant. On met des lunettes différentes. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai envie de mettre des lunettes rose fuchsia. Demain, je vais les mettre rouges. Après-demain, je vais les mettre vert. Et puis, je regarde d'un point de vue différent. Je pense que alors, j'aime bien cette notion de praticien, je suis praticien, entraîneur, je sais pas, mais que j'ai dans ma besace pas mal d'outils, que ce soit les arts martiaux, le yoga ou le pilate ou d'autres choses. Ce qui guide mon travail, c'est le respect de l'intégrité de la personne. Par contre, ça, c'est un point qui est pas négociable, et chacun a des niveaux et des attentes différentes. Mais cette notion toujours de dire, est-ce que ça te plaît? Je trouve ça intéressant, parce que si on sait pas, on pose la question à la personne, on dit ça va. Si la personne dit oui, même si c'est très dur, ça va. Et même si c'est simple et qu'elle a pas l'air contente, on arrête et on change, quoi. Surtout qu'en français, le ça va, nous en italien, on l'a pas. Tout le monde, quand quelqu'un te demande ça va, tu réponds automatiquement ça va. Mais en fait, déjà de l'origine, mais on va pas revenir sur le mot ça va, l'origine ça va. Mais pourquoi? Et en fait, ce serait intéressant revenir en réalité à l'origine, savoir si on allait aux toilettes ou pas. Donc, si on allait aux toilettes, le corps, il est mieux s'il est allé aux toilettes. Ah, ça va, parce que ça vient de ça? Oui, ça va. C'est savoir si c'était passé, si tu étais allé aux toilettes. Je sais plus dans quel cours. Je voudrais pas dire des bêtises si c'était la cour de Louis XIV ou même avant. Ça, je sais pas. Mais c'était ça, l'origine. Et maintenant, dans notre monde contemporain d'accélération, on est tout le temps de dire oui, ça va. Et en fait, en réalité, ça va pas du tout. Donc, c'est particulièrement, voilà, c'est pour ça que je disais en français ce mot-là. Mais du coup, effectivement, remettre au jour du goût de te dire, c'est quoi mes besoins aujourd'hui? Et ça me plaît pas. Et si ça me plaît pas, c'est pas grave. Est-ce que je peux rester avec ça me plaît pas? Et ça veut dire, est-ce que je peux rester un instant avec ce me plaît pas et chercher de travailler avec ça? Ça veut pas dire rejeter tout ce qui me plaît pas. Parce que malheureusement, la vie, elle est faite de plein de j'ai un gros mot qui me vient, donc j'essaie de pas les dire en micro. Mais voilà, des soucis, que c'est ça. Mais du coup, comment je les vis, en fait? Est-ce que je peux juste, je les accepte qui viennent et puis j'avance avec ça sans que je les subisse, en fait. Du coup, je suis consciente des emmerdes. Voilà, on l'a dit, le mot est lâché. Ok. Alors, il y a un dernier point, parce que dans ta présentation, tu l'as pas dit et j'ai pas percuté tout de suite, parce que non seulement donc tu es rolfeuse, praticienne, tout ça, thérapeute, mais tu travailles aussi avec les chevaux. Ah, oui, mais c'est un plaisir. Ah. Ça, c'est pas, c'est pas en termes professionnels. Mais tu fais des stages d'anatomie sur les chevaux quand même. Oui, tout à fait. Quand même, oui. Voilà. Donc, c'est pas la première venue qui fait des stages d'anatomie sur les chevaux. Non, mais... J'aimerais bien qu'on reparle de ça, qu'on conclue là-dessus. Parce que donc voilà, on a parlé du travail du mouvement, du travail de thérapie. Et là, tu travailles avec des animaux. Et donc, avec les animaux et les cavaliers. Ok. Encore une fois, c'est la relation. Voilà, c'est beau. Dans le sens que, donc moi, je suis une petite cavalière, arrivée à 40 ans, en fait, à faire de l'équitation. Parce que, comme danseuse classique, quand j'étais justement comme ça, c'était interdit, parce que c'est un sport dangereux, justement. Et donc, enfin, je m'y suis mise. Bon, peut-être un peu tard, mais... Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand j'ai commencé à 40 ans,
à monter, j'avais pas la niaque de filles de 10 ans qui veulent sauter tout de suite 80 cm. Mais c'était plutôt ce qu'on appelle le travail des mises en selle, en dressage, les petites choses. Et du coup, de comprendre moi-même comment mon corps, il pouvait transmettre comment la maîtrise de mon corps que j'avais dans un studio, comment je pouvais l'avoir sur un animal vivant. Or, l'animal vivant, il ne te pardonne pas. Ça veut dire qu'il y a la notion de pré-mouvement. Donc, la notion de pré-mouvement, il a été donné par Hubert Godard, qui est un grand rolfeur, praticien, chercheur, et qui a été mon enseignant à Paris 8, donc à l'université, qui a travaillé justement aussi sur l'analyse fonctionnelle du geste dans les mouvements dansés. Il enseigne dans la faculté de rolfing. Et le pré-mouvement, c'est toute cette notion de comment on engage un mouvement avant que le mouvement y hâte. Et ça veut dire qu'il soit d'un point de vue postural, d'un point de vue gravitaire, d'un point de vue aussi de l'intention. Et donc, quand ton mouvement, tu penses qu'il soit clair, si ton pré-mouvement sur un cheval, il n'est pas clair, surtout les chevaux de club, ils savent très bien, ils en ont vu des gens, ils te disent « Ok, non, on fait rien ». Et du coup, c'est né un projet, en fait, avec une coach qui s'appelle Manon Lipschik, qui est superbe, sur l'idée de travailler pour les cavaliers, de faire une analyse justement du mouvement à travers l'anatomie. Et du coup, on a fait des stages d'anatomie du cavalier et du cheval, notamment, par exemple, en dessinant des os sur des chevaux. Et après, en ayant la petite combinaison, tu sais, avec les os dessinés, et de voir qu'est-ce qui s'est passé pendant que le cavalier monte aux os du cheval et à la biomécanique du cheval. Donc, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que je n'enseignais pas l'anatomie pour le cheval, mais pour les cavaliers. Donc, sur le cheval. Voilà. Et après, forcément, c'est tellement bon faire des câlins aux chevaux. J'ai commencé un petit peu avec l'instinct, à les toucher. Il y a une école de rolfing de chevaux qui est plutôt dans les États-Unis. Il devait y avoir une formation qui avait été organisée, mais c'est arrivé le Covid. Donc, pour le moment, qui devait arriver en Angleterre, pour le moment, elle est stoppée. On ne sait pas quand ça peut recommencer. Mais aux États-Unis, c'est beaucoup développé, en fait, dans l'équitation et après aussi dans les chiens et chats. Voilà, un peu comme l'ostéopathie, si on y pense. Et donc moi je le travaille avec les chevaux personnellement de manière intuitive. Tiens, on revient au discours de l'intuition. Bon, même si j'ai pris des livres pour étudier un petit peu l'anatomie du cheval et puis pour passer les différents galops. Et après pour vraiment travailler pour les cavaliers, pour qu'il y ait cette relation, parce que de toute façon, comme elle dit Manon, que je cite donc cette coach de dressage, elle dit: ce n'est pas le cheval qui a inventé l'équitation, c'est l'homme qui a inventé l'équitation. Donc, c'est à nous de se mettre et non pas à eux. Et alors, justement, la relation, la différence de la relation avec un animal par rapport à la relation avec un humain, qu'est-ce que ce serait à ton avis ? Et c'est une relation de fonction tonique. Clairement ça. Ça veut dire que la relation dans la gravité, c'est comment je me pose. C'est pour ça que les chevaux sont utilisés, par exemple, maintenant en thérapie avec les autistes, parce que c'est comment je me positionne face à moi-même et face à l'autre. Et donc, comment je me positionne face à moi-même et face à l'autre, c'est le fameux pré-mouvement. Donc, c'est avant la parole, avant le logos. Mais le logos, il vient après. C'est un outil magnifique, le logos. Logos latin, le mot. Mais avant tout, j'ai un autre langage qui est le langage corporel. Donc, et donc, ce langage corporel, avec n'importe qui a un animal là, chez soi, même un chat, en fait, la relation, elle passe avant tout de comment je me positionne. Donc, je me positionne de la gravité, comment je me positionne. Et c'est un dialogue de tonicité. Voilà. Et en quoi, du coup, ça peut être un élément thérapeutique ? Après, moi, je ne fais pas de l'équithérapie, mais
moi, j'ai le centre où je montais. Les matins, il y avait des cours des séances d'équithérapie avec des enfants handicapés, notamment des autistes. Et je voyais des choses, des scènes que j'ai jamais cru. C'est-à-dire que le cheval, qui d'habitude, il est infect dans son box, tu rentres, il t'est mort, etc. Il est arrivé un gamin autiste, mais il était super doux. Donc, comment il s'est positionné différemment par rapport à ça. Et ça peut faire ouvrir par rapport à l'autre, en fait. Simplement, c'est comment je me positionne par rapport à l'autre. Et on est construit par l'autre, parce qu'on est construit par les désirs, tout ce qu'on disait avant. Et ben, en quelque manière, il me fait changer. Parce que sinon, voilà. Et l'autre, c'est sens large. Hein. C'est pas forcément que la personne. Ça peut être même la nature. Voilà. Ce qu'il y a en dehors de soi, quoi. Ouais. Ok, que d'éléments. C'était très méditerranéen comme entretien, et c'est très bien. C'est ça qu'on veut dans la tête aux pieds. C'est-à-dire que ça passe. Un petit peu. Non, mais il y a un semblant de cohérence quand même. Est-ce que du coup, tu voudrais ajouter quelque chose, un mot de conclusion? Alors là, comme ça, tu me prends dépourvu. Non, il y a plein de choses dont j'ai pas parlé. Effectivement, de comment sont faits biomécaniquement les fascias, mais pour moi, c'était pas trop ça l'intérêt de. Mais on fera un nouvel épisode. Il y a un livre très joli qui est sorti en français maintenant sur le rolfing de França Arnold, qui est une rolfeuse suisse qui est en mouvement aussi, qui est dans la faculté, qui s'appelle le rolfing. J'ai plus le titre exact. Mais on va chercher la référence. Voilà, j'ai lésé toutes les références. Et puis sur la question du toucher, pourquoi travailler sur le toucher? Parce qu'en fait, quand on massage ça, c'est le premier sens qu'on crée en utérus. Et tu viens de dire tout à l'heure, en dehors du soi. Et ben, les touchés, c'est ce qui nous fait la limite entre le moi, l'autre, le monde et moi-même. L'intérieur, et puis il lien, le toucher, il lie l'extérieur avec l'intérieur. Donc, ça peut être le mot de la fin. Ouais, ça peut être un super mot de la fin, je trouve. C'est extraordinaire. Et ben, merci beaucoup, Camilla. Merci, de rien à toi. Désolée de passer du coq à l'âne. Non, mais je pense qu'il y a quand même un fil conducteur. Voilà. Pas de souci. Merci beaucoup. Baci. Merci d'avoir écouté La Tête aux Pieds. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast, à me suivre sur les réseaux et à en parler autour de vous. Pour pratiquer avec moi, rendez-vous sur mon site adrienmater.com. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine.